l'ensemble de nos drôles de dames. Après Fred Hermel, en attendant David Lorto et Simone Rovera, place à Philippe Auclair. Jingle Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et là, Philippe, match de la honte, épisode 2. Oui, le match de la honte, tu avais celui de la démission, qui était celui d'Arsenal en Coupe de la Ligue face à Manchester City, dont on a eu le remake. Bon, qui, comme d'habitude, sauf quand c'est le parrain, Godfather, la deuxième est meilleure, mais on a eu de nouveau ça avec le 3-0 à l'Emirates contre Manchester City. Dans le match de la honte, c'était celui de Chelsea à l'Etihad, où j'étais, auquel j'ai assisté avec des yeux écarquillés. Au départ, me disant, on va assister à ce à quoi on a assisté, par exemple, au match de Chelsea contre Barcelone, où on avait le même type de dispositif tactique a priori, c'est-à-dire avec Eden Hazard en faux numéro 9, mais une volonté de se projeter vers l'avant dès qu'on récupérait le ballon, beaucoup d'agressivité, beaucoup de présence. Là, ce que j'ai vu, c'est tout simplement une espèce de jet de l'éponge d'un entraîneur qui ne nous a pas habitués à ça, Antonio Conte, qui n'est quand même pas n'importe qui, entraîneur emblématique de la Juve, entraîneur emblématique de l'Italie, entraîneur emblématique de Chelsea, à qui il a donné un titre de champion l'année dernière, et qui là nous a tout simplement proposé une espèce d'anti-football, dont même José Mourinho, à ses pires heures, aurait eu honte. Totalement négatif. Je vous donnerai une statistique qui, je pense, résume absolument tout. Je sais qu'on n'est pas tous amateurs de statistiques, mais celle-là, que j'ai vue dans le Times aujourd'hui, me paraît assez extraordinaire. Willian, qui a quand même joué 78 minutes, si je ne me trompe pas, 4 de ses passes ont trouvé un partenaire. 4. De son côté, dingue. Oui, 4. Gundogan, de son côté, 167 ont trouvé un partenaire. Donc, si vous voulez... Et au total, ils ont été à plus de 900 passes. Écoute, ils ont battu un nouveau record. Ouais. Et tu pourrais à la limite attendre à un nouveau record de ce type-là lorsque tu joues contre une équipe, je sais pas, qui n'a absolument aucune qualité individuelle, qui n'a que son collectif, son bloc bas, tout ce que tu voudras. J'allais dire son Drogba, ce qui était un lapsus intéressant pour quand on parle de Chelsea. Non, mais c'était tout simplement honteux ce qu'on a vu de la part d'Antonio Conte, et en même temps très révélateur. Mais oui, mais en 2 matchs, enfin en 2 week-ends, 2 adversaires de Manchester City dont tu trouves les matchs honteux. Est-ce que c'est pas Manchester City pour des raisons complètement différentes. Arsenal a tenté des choses face à Manchester City. Arsenal, lorsqu'ils entament le match, par exemple, à Wembley contre Manchester City, ils sont partis dans des dispositions très offensives, et en fait, d'ailleurs, pendant le premier quart d'heure, inquiètent Manchester City. Ils sont en 5-4-1, mais c'est un 5-4-1 hyper agressif qui se projette très très vite, et c'est à cause d'une erreur de Shkodran Mustafi, qui en est coutumier ces jours-ci, qu'ils se retrouvent menés 1-0 et qu'après, mentalement, physiquement, ils s'écroulent. D'accord, c'est très différent selon complètement, ça n'a absolument rien à voir. La honte du côté d'Arsenal, elle n'était pas du côté du tout de l'état d'esprit avant d'aborder le match. Elle était plutôt dans le fait de la démission face à une situation. Dans le cas de Chelsea, c'est le fait de ne rien essayer. Mais tu il y a sais, une Philippe... séquence excuse-moi Daniel, mais il y a une séquence extraordinaire qui a circulé beaucoup sur la télévision britannique, et je suis certain également sur les réseaux sociaux, où l'on voit partout dans le monde, où l'on voit l'équipe de Manchester City alors que Chelsea est mené 1-0 en seconde période, et où on voit des joueurs de Chelsea qui sont totalement statiques dans leurs 30 mètres et qui regardent littéralement Kevin De Bruyne, Gundogan, je ne sais plus qui, Laporte, se passer le ballon, mais c'est même pas comme à l'entraînement. C'est comme quand tu fais un échauffement d'avant-échauffement avant de jouer avec un match avec tes copains dans le parc d'à côté. C'était scandaleux. Ce que tu dis, c'est intéressant, et moi ça m'a amené, parce que j'ai vu pas mal de choses circuler sur effectivement certaines stats, sur ce que Guardiola a changé en Première Ligue. Fred, toi, vous savez, on en a parlé, on peut penser ce qu'on veut humainement de ce mec-là. Oui. Mais il a cassé la tête à tout le monde. Oui, totalement d'accord. On va faire. On en a parlé aujourd'hui avec mes amis de Transversal. On va faire un reportage. Guardiola a totalement cassé la tête de tous les autres entraîneurs. Il leur pose des problèmes. Ce type est un génie. Vraiment, il faut le dire. Ce qu'il arrive à faire de ces équipes, il gagne. L'année dernière, ça s'est pas bien passé. Au Bayern, il n'a pas réussi à la gagner, la Ligue des Champions. Mais il impose sa loi aux autres. L'autre est dans la réflexion. Lui fait son jeu, crée son truc. L'autre est dans la réflexion de qu'est-ce que je vais faire contre ce mec-là. Et puis surtout, pour moi, même ceux qui ont réussi comme Klopp. Non, mais pour moi, le plus important aussi, c'est qu'il transforme des joueurs.
Ouais, non, mais ça fait partie de ce qu'il fait de bien. Mais humainement, il a fracassé Mourinho au final. Conte, ce qu'il lui fait hier. Pourtant, Conte, c'est quand même un mec. Tu vois, mais oui, absolument. Le mec était un peu résigné. Bon, il est un peu au bout du rouleau. Il sait que ça va pas durer. En plus, à Chelsea. Non, il veut se barrer, ce mec-là rentre dans le crâne des autres coachs aujourd'hui, et tous se disent comment je me positionne par rapport à lui. C'est par rapport à lui que tout se fait aujourd'hui. Je veux être différent, je veux avoir mon style à moi, je veux pas le jeu de passe, je veux faire autre chose, mais c'est par rapport à lui. Au Bayern, à un moment, ils en ont eu marre. Ils disent, on va rappeler le vieux crouton qui nous avait fait gagner. Mais c'est par rapport à Guardiola. Parce que Guardiola, au bout d'un moment, il nous a agacés. Et les Lyonnais, Rummenigge, qui sont les tauliers du Bayern, en ont eu également un peu marre de Guardiola. Et finalement, de ses leçons de football. Mais il impose aux autres une réflexion, une adhésion, un rejet, une volonté de révolte face à ce qu'il propose. Mais c'est lui qui décide toujours de tout. Ce mec-là est un gars comme il y en a eu peu dans l'histoire du football. On est en train de le vivre, on vit avec lui depuis plus de 10 ans maintenant. Tu peux que constater. Partout où il passe, il crée du débat, il fait des ravages dans la mentalité, dans la tête des entraîneurs. Et ce qui est intéressant, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que partout où il passe, à chaque fois, c'est la même chose. D'abord, il modèle par rapport à ce qu'il a besoin, et puis après, derrière, ça marche. Ouais. C'est ça qui est fou. Alors après, je vous ai entendu la semaine dernière, ça c'est totalement déconnecté. Sa politique, ses idées et tout ça, on peut. On n'en reparlera pas aujourd'hui. Ce mec-là est totalement à part sur une autre planète. C'est incroyable. C'est un génie. Cela dit, moi, ce que je constate en Angleterre cette saison, c'est que les entraîneurs qui ont fait des choses contre lui sont les entraîneurs qui ont eu du courage, à savoir Jürgen Klopp, qui a été très courageux face à lui, à savoir Lee Johnson avec Bristol City, les deux demi-finales de la Coupe de la Ligue, qu'il faut surtout pas oublier, qui est un jeune entraîneur anglais avec une équipe qui monte, qui sera peut-être en première ligue l'année prochaine, qui lui a posé d'énormes problèmes, mais en appliquant presque les tactiques guardioliennes de pressing très très haut. Roy Hodgson, le vieux de la vieille, qui avait des moyens très limités, lui a flanqué la trouille de sa vie à Selhurst Park. On se souvient le penalty loupé par Milivojevic à la dernière minute. Ce sont les entraîneurs qui ont essayé d'être très proactifs. Le fait est que vis-à-vis d'autres, en effet, il a cet effet. Et moi, la question que je me pose, d'ailleurs, au-delà de Conte, on aura l'occasion de reparler de Conte, parce qu'il y a un côté quand même très pervers dans cette façon de jouer de Conte, très très pervers. Pourquoi pervers ? Mais c'est dans la mesure où il veut se faire virer. C'est évident qu'il veut se faire virer. Tu crois ? Mais j'en suis c'est un peu bizarre. J'en suis persuadé depuis le mois de septembre. Je vous en ai déjà parlé. Il est en conflit avec son board depuis la pré-saison. Il a un objectif qui est la Ligue des Champions. Et je peux vous assurer que ce que vous avez vu de Chelsea contre Manchester City, c'est pas du tout ce que vous verrez de Chelsea contre Barcelone au Nou Camp. Il sera beaucoup plus proactif. Attention au coup franc légèrement décalé sur le côté droit. Non, mais attention au coup franc de Willian également et de Marcos Alonso. Arrête. Bon, non, ce que je veux dire par là, Philippe, là. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'en a absolument rien à fiche de se faire virer par Chelsea. Il est arrivé à un point où il se tape complètement de son avenir personnel au sein du club. Il avait un objectif au début de la saison, c'était la Ligue des Champions. Le championnat, il l'avait déjà gagné. Et en ce moment, c'est une conjonction, ce qu'on a vu ce week-end, mais cela dit, c'est une conjonction que, franchement, j'ai quant à moi, quand je dis quant à moi, c'est quant à nous, en Angleterre, nous avons trouvé très décevante, voire un peu honteuse, de refuser le jeu à ce point-là. Ouais, quand tu vois les déclarations de Eden Hazard à la fin du match, qui n'ont pas dû passer inaperçues, j'imagine, du côté de Madrid, mon cher Fred, qui est le fait que... mais il en rêve, hein. Il en rêve, mais il en rêve sans en rêver. Bon, je connais un petit peu Eden, je le connais pas, je suis pas un ami intime. Si jamais... De toute façon, Eden, c'est pas compliqué. Ce qu'il a dit après le match, c'est soit Conte se barre, soit c'est moi. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on voit Eden Hazard à Chelsea l'année prochaine qu'Antonio Conte. Philippe, disons un mot du reste de l'actu. Alors sur Wenger, j'ai fait une chronique qui est sur SFR et je crois que j'ai tout dit sur la question dans la chronique et j'ai peut-être pas nécessairement envie de revenir là-dessus parce que c'est un petit peu du masochisme. Le match quand même de ce soir a été assez étonnant entre Crystal Palace, à qui il manque 10 joueurs mine de rien, et une équipe de Manchester United qui devait absolument l'emporter pour rester à la deuxième place, puisque Liverpool, qui va très bien, je vous rassure, et avait pris cette place. On a vu un Manchester United
très désorganisé, qui s'est fait chahuter par Crystal Palace, l'a emporté grâce à une demi-volée absolument magnifique de Nemanja Matic, et dans lequel on aura vu, et j'en resterai là, mais un Paul Pogba fantomatique, et qui aurait pu être sorti à la mi-temps, personne n'aurait rien vu. D'ailleurs, on n'aurait pas vu la différence en seconde période s'il était sorti d'ailleurs. Performance catastrophique de Pogba. Ça s'arrange pas des masses quand même. Hein. Non, et le pourtant nombre il était de bons titulaire. matchs cette année. Il était titulaire dans un système qui devait lui convenir, et il a été tout simplement fantomatique et même coupable. Il est coupable sur le premier but de Crystal Palace, entre autres. Il s'occupe absolument pas du joueur dont il doit s'occuper, mais peu importe, on en reparlera aussi. Mais très vite, je voulais juste parler du cas Carlos Carvalhal avec Swansea, qui est quand même un truc assez extraordinaire. Ce mec qui a un don de la formule exceptionnel, je vous recommande, je crois qu'on a d'ailleurs fait un sujet avec SFR là-dessus, sur lui. Mine de rien, ce club qui était complètement fini, avec les frères Ayou, ils sont en train de remonter, ils sont sortis de la zone de relégation, ils ont gagné 4-1, et c'était l'anti-Conte, c'est-à-dire qu'eux prennent des risques à tous les matchs, et ça fait plaisir à voir. Et dernière chose, c'est Tottenham, puisqu'on a évidemment, au-delà du match que vous attendez tous demain soir, on a un petit Tottenham-Juventus de derrière les fagots qui devrait être c'est mercredi, pas mal du tout, mercredi soir. Et Tottenham, de la même façon que la Juve, on a vu un Dybala qui revient pile au bon moment, la Juve qui fait un résultat fantastique. Là, on voit Tottenham qui fait pas un résultat fantastique, mais qui assure. On va donc avoir deux équipes qui sont au top. C'est formidable. Moi, j'attends ce match avec une impatience énorme. Son a des jambes de feu. Mais tu as vu des jambes et une tête. Tout le match. Mais Enfin, le deuxième but, mais c'est fabuleux ce qu'ils font. Kane et lui, mais c'est fabuleux. On rappelle qu'il y a eu 2-2 à l'aller quand même. Hein. Ça va être compliqué pour la Juve, a priori. Ouais, mais je sais pas. Bon, c'est bon. Non, oui, si la Juve gagne, la Juve se qualifie. Est-ce que la Juve peut gagner à Wembley? Absolument. Eh ben écoute, on va parler du foot italien tout de suite. Philippe, puisqu'on a fait le tour avec l'Angleterre, on passe à Simone Rovera. Jingle Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Alors Simone, tu vas nous parler du drame qui a frappé le foot italien ce week-end. Oui, il faut, Davide Astori. Il faut bien sûr commencer par ça, par la triste disparition de Davide Astori. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que je trouvais très logique le fait que le football italien se soit arrêté, que les joueurs en prémisse ont décidé de ne pas jouer, que c'est les joueurs même qui ont mobilisé un peu les institutions en demandant de reporter tous les matchs. C'était bien sûr logique de ne pas faire jouer le match entre Udinese et la Fiorentina, ça c'était inévitable. Quelques heures plus tard, à 12h30, même pas quelques heures, parce que l'info officielle, le communiqué officiel de la Fiorentina de la mort de Davide Astori est sorti vers 11h40. À 12h30, il y avait un match. C'était Cagliari qui devait jouer, qui était l'ancien club de Davide Astori. Donc là aussi, plein d'anciens coéquipiers qui n'avaient pas la possibilité de faire au mieux leur travail. Il y a eu, oui, quelques polémiques un peu perdu, je pense, un peu très petite sur le fait que le football a des privilèges, que les footballeurs peuvent s'arrêter, que dans d'autres sports, que dans d'autres métiers, ce ne serait pas la même chose. Mais le football est différent et on a la chance d'être protagoniste, acteur, spectateur, narrateur de ces sports, de cette histoire magnifique qui est le football. Et on voit, oui, c'est vrai que les footballeurs sont privilégiés parfois, mais c'est le type de privilège dont on se passe oui, facilement quand même. Bien sûr, mais c'est un peu stupide comme polémique. Ouais. Oui, mais il y a eu des supporters qui disent on a fait 300 km, 1000 km pour aller voir les derby les soirs, on a dépensé de l'argent. C'est une petite partie, mais c'est une petite partie qui peut bien sûr manifester son opinion. L'opinion est normale de l'avoir. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on connaît un peu le monde du football, qui peut sembler un gros cirque, mais dans l'intimité du vestiaire, souvent c'est une grande famille. Et un joueur qui a 31 ans, qui depuis l'âge de 14 ans fait partie du monde du football,
parce qu'à 14 ans, il est rentré au Milan où il a fait sa formation. Une petite histoire, à 14 ans, un des premiers qu'il a vu jouer dans les jeunes du Milan, c'était un certain Franco Baresi qui a pensé ce jeune a du talent. Et il a fait une très belle carrière quand même, David Astori derrière. Donc c'est une famille, le football. Dans les vestiaires, on crée des liaisons, on crée des rapports. Et David Astori, c'était le type de personne qui crée des énormes rapports tout de même. Il y a un message très fort de Gigi Buffon. Entre les centaines de messages qu'il y a eu ces week-ends, il y a eu celui de Gigi Buffon qui parle d'un joueur, d'un homme extraordinaire, peut-être d'une autre époque, avec des valeurs. Et dans son message, il dit « Je veux lui dire surtout ça à ta fille ». Qu'il a perdu un grand homme. Son papa était un grand homme. Nous, on a le souvenir en France de Tatarou Qui s'est plaint hier qu'il n'y ait pas eu de minute de silence en France. Là, malheureusement, je pense que parfois, même les institutions devraient peut-être passer certaines règles sur les minutes de silence. Mais là, c'est une autre polémique, un autre débat. En Espagne, c'était fait. Oui. En Espagne, oui. En Espagne, heureusement, à Barcelone, mais tu sais, si je me permets, je ne veux pas t'interrompre, mais par rapport à ça, moi, ce que j'ai, l'Espagne l'a fait, mais aussi l'Espagne a été touchée par ça. On a toujours très très intense encore, le souvenir de 2 joueurs, Antonio Puerta à Séville et Dani Jarque à Barcelone. Et vous savez que ça fait quand même de nombreuses années. À l'Espagnol, je crois que c'est le numéro 21 que portait Jarque. Au bout de 21 minutes, il y a un applaudissement à chaque match de l'Espagnol chez lui. Et c'est pareil à la minute qui correspond au numéro que portait Puerta à Séville. Oui. Et j'ai l'impression, Simone, que ça va rester quand même dans la Fiorentina. Ça va rester parce que c'était le capitaine, c'était un joueur, c'était celui qui avait été choisi par la Fiorentina pour devenir un peu le symbole. La Fiorentina a cherché énormément de joueurs cet été. Il a misé sur les jeunes et avait choisi de mettre David Astori comme capitaine parce qu'il pouvait représenter, pouvait expliquer certaines valeurs que la Fiorentina voulait donner à ces jeunes. Et je trouve vraiment que parfois il faut bien expliquer, je pense que Pierre peut les expliquer bien, que dans les vestiaires, on crée vraiment quelque chose qui va au-delà d'un rapport de travail. Astori était dans le vestiaire de la sélection, a été dans le vestiaire de la Roma, il a été dans le vestiaire de la Fiorentina en tant que capitaine. C'est quelqu'un qui était aimé par ses coéquipiers, de la sélection, de son club, par son adversaire. Quand tu es élu capitaine par tes coéquipiers, c'est aussi parce que tu représentes quelque chose. Et ça nous donne, cette mort triste, cet épisode triste, nous a donné, on peut dire, la chance de pouvoir s'arrêter et prendre du temps de voir les choses autour de nous. On n'a plus le temps de s'arrêter, le football va très vite, il y a des polémiques sur un match reporté pour la pluie parce qu'on n'a pas le temps de trouver une date pour les jouer. Quand il y a des choses plus grandes, on trouve le temps de s'arrêter et de recommencer à jouer. Et je trouve que l'Italie a fait très bien à s'arrêter cette semaine. Alors, on n'a pas les causes du décès. L'autopsie sera réalisée jeudi. L'autopsie sera réalisée jeudi. Jeudi, il y aura les funérailles dans la ville de Florence. Oui, non, l'autopsie, c'est demain, pardon. C'est jeudi. Et il y aura 2 mois avant d'avoir les résultats de l'autopsie. Qu'en est-il de cette info qu'on a vu circuler aujourd'hui, d'une prolongation de contrat avec l'argent qui irait à la famille? C'est un peu gonflé, c'est-à-dire pour l'instant c'est un fake news, c'est-à-dire c'est pas confirmé. La Fiorentina a fait sortir un communiqué en disant pour l'instant ne parlez pas. C'est vrai que la Fiorentina veut faire un geste vers la famille, vers la compagne et la fille de 2 ans. Rien n'a encore fait. L'histoire vraiment tragique. Tout est tragique, mais imaginez, jeudi, il devait signer sa prolongation des contrats. Il y a eu les mauvais temps, la neige. Donc, ils ont dit, bon, on va les faire lundi. Et donc, aujourd'hui, c'était les jours où il avait les rendez-vous pour signer les nouveaux contrats. 2 ans en plus pour rester toute sa vie, finir sa carrière professionnelle à Florence. Et c'est sûr que la Fiorentina va faire quelque chose pour faire en sorte d'élier pour toujours les noms de David Astori, mais il est déjà lié pour toujours à cette ville. Et il y a des images à aller rechercher sur les réseaux sociaux de qu'est-ce que c'est le stade Artemio Franchi dans ces moments, plein de fleurs, plein de drapeaux, plein de dessins des enfants. Tu le vois quand c'est un dessin fait par un enfant, l'écriture d'un enfant qui dit adieu capitaine, ça touche vraiment le cœur parce qu'il était un symbole. Et quand tu perds un symbole, tu te sens un peu plus vide, un peu plus triste.
Daniel, Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Avis Non, moi je vais dire que Simonet on a très bien parlé, voilà. Ouais, exactement, je suis d'accord. Ouais. Et ben on va en Ça rester suffit. là, Simonet. Bah, il y a Donc quand même eu 2 matchs. Il y a eu 2 matchs, je vais le dire, parce qu'il y a eu 2 matchs, Bah, c'était quand 2 même. matchs Oui, extraordinaires. C'était la veille. La En veille, plus, ouais, c'était ouais. ça qui concernait les 2 premiers. Et Ça c'était s'est deux joué la matchs veille du draft. Extraordinaire, parce qu'on a Ah non, perdu. c'est pas extraordinaire. Le match Lazio Juve, c'était pourri complet. Il y a eu un but extraordinaire quand même. Et Ah, mais un le match, scénario. il était Non, mais nul, les nul. matchs étaient, je pense, les pires que j'ai vus cette saison. là là. Donc la Juve va gagner dans les arrêts de jeu. Mais l'extraordinaire, 1-0, Dybala, le but. personne- Je comprends même pas comment il marque d'ailleurs. personne à la veille pouvait attendre de voir ces deux résultats. Ah, ça c'est La sûr. Juve qui va gagner face à la Lazio, sans Higuain, sans Chiellini, sans Alexandro, sans Douglas Costa. Donc une Juve qui était un peu préservée pour Tottenham, qui a sorti du chapeau ces buts des Dybala extraordinaires, parce que Dybala, c'était 56 jours qu'il n'était pas titulaire. Et il arrive à gagner un duel à la 93e minute face à Parolo, qui est 10 cm plus grand que lui, qui, oui, a joué 120 minutes en Coupe d'Italie il y a 3 jours avant. Mais quand même, c'est costaud. Lui, il gagne un duel physique et en tombant, Mais marque sur un la but fin de extraordinaire. match, justement, on sentait que la Lazio physiquement était un peu en train de baisser. Allegri Et avait que- cherché et de que faire la Juve entrer. était capable à l'arrache d'aller faire Ouais. mieux que le match nul. Je Ça pense- se sentait sur la fin que la Lazio était en train de piquer du nez, ils y Je arrivaient pense plus. aussi qu'Allegri, Après, je pensais pas dans ces circonstances-là, mais quand Allegri met Douglas Costa et Alexandro à la fin du match, c'est parce qu'il sait très bien qu'il Oui. peut avaler sur le coup. Et les soirs, qu'est-ce que ça arrive? Ça arrive que Naples mène en 0. Et on pense, le match est plié, Naples va, Ils perdent 4-2. va tranquillement gagner face à la Roma. Incroyable. Et 60 secondes plus tard, égalisation de la Roma. Déjà, c'est inattendu parce que généralement, Naples a appris cette année à bien maîtriser ses matchs quand elle gagne. Mais les gros matchs à domicile, c'est un peu dur pour Naples. Il a fait 0-0. Oui, c'est vrai, 0-0 avec L'Inter. l'Inter, 0-0 avec la Fiorentina. Il a perdu face à la Juve. C'est vrai qu'il y a une pression énorme pour Naples cette année. Et à un certain moment. la pression, ils se la sont mis tout seuls. C'est mis toute En seule. consacrant Alors tout là, à ça. Là, maintenant, ils se Naples a retrouvent en 1 point danger. d'avance sur la Juve et la Juve a un match en moins. Donc Un la match Juve peut à potentiellement- moins mais- à domicile face à l'Atalanta. Mais quand tu vois. Mais là, tu te demandes si c'est pas cramé maintenant. Alors que moi, j'y croyais à mort et tout, mais cette contre-performance est sidérante. La Juve qui dans le même temps, je les voyais peut-être se faire accrocher par la Lazio au vu du contexte que tu avais décrit. Il se passe tout le contraire. Maintenant, avec le match en retard, ils vont repasser devant et il va y avoir la confrontation directe. Les 22 avril à Turin. Et quand tu sais, à Turin en plus, et quand tu sais que Naples, dans ces gros matchs-là, a du mal parce que justement, ils se sont trop mis la pression. Et déjà. J'ai peur qu'il laisse passer le rêve. Et déjà, il y a un match qui pourrait être encore déterminant ce week-end parce que Naples va jouer à Milan face à l'Inter. L'Inter qui quand même a reposé, il n'a pas joué les derbies. Ça, je ne sais pas si c'est une plus ou une mal pour l'Inter, ça. Mais c'est sûr qu'après avoir pris 4 gifles à domicile par la Roma, ça va être dur de jouer à Napoli, pour Napoli à Milan. Il y avait une image des supporters en larmes. Mais après les 3e buts de la Roma, déjà les supporters de Naples, que tu avais l'impression que ce soir-là, ils se rendaient compte d'avoir déjà perdu avaient les compris qu'après tous les espoirs, le rêve, machin, il est peut-être en train de s'envoler. C'est mais horrible. Hein. à la fin du match, ils ont quand même célébré leurs joueurs, ils ont honoré quand même tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est union sacrée, là, ils vont pas les lâcher maintenant. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Naples a perdu beaucoup plus qu'un match ce week-end. Ah ouais. Voilà pour l'Italie. Dans un instant, l'Allemagne avec un avis tranché de David Lorto sur Schalke. Et oui, il en est Je croyais que capable. c'était sur Bayern va gagner le titre. Non, ça c'était Ils l'autre ont fois. à 150 points d'avance maintenant. Non mais c'est les pas 20 sûr. points sont dépassés pour la première fois. Moi j'ai appris que le Barça était pas champion, donc à partir de là, on sait pas. Oui, mais ils sont pas à 150 points d'avance, ils en ont que 8. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils en ont combien le Bayern? La 20, bave du 20, crapaud ne tape pas la blanche colombe. Allez, à Blanche tout de colombe. suite dans l'after. T'as compris?